Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle.net. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 28 décembre 2022 et je voulais lire et commenter cet ouvrage sur Socrate, un ouvrage de Claudius Prat, écrit au début du XXe siècle par Claudius Prat était un prêtre, en fait, un philosophe chrétien en somme. Voilà. Alors, au préalable, je voulais préciser la destination de ces lectures et les commentaires qui vont avec. Ils sont surtout destinés à préciser, à confirmer la théorie que je développe sur le site internet mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, est destinée à atteindre son ultime perfection, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, donc vraiment qui concerne l'ensemble de l'espèce humaine, hein. La fraternité, donc, qui va avec une construction idéale écologique du monde, voilà, la fin de la propriété, un système qui est tout à fait gratuit, hein, un système gratuit, une sorte de paradis, quoi. En définitive, on cherche à atteindre le paradis, mais de façon intuitive, on ne s'en rend pas compte. L'humanité n'est pas consciente de ce qu'elle développe en fait et où elle va. Ça se fait de façon tout à fait instinctive, intuitive. Nous étions des primates naturels, on s'est séparés des lois de la nature pour construire à partir de ces lois de la nature les lois de la culture, celles que nous connaissons, et depuis ces centaines de milliers d'années, on évolue progressivement, on développe le droit, la maîtrise de nos comportements, la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du questionnement, progressivement. On n'est pas arrivé à la perfection, bien sûr, il suffit de voir le monde tel qu'il est, mais on peut comparer entre le moment où nous étions encore des primates naturels à l'origine et aujourd'hui la différence. Et on peut comprendre qu'on n'est pas loin de l'unité, de l'unification humaine. On a construit toutes les structures, on a une vision complètement universelle maintenant du monde. Tout montre, tout démontre qu'on n'est pas loin de cette unité, de cette unification. Voilà, enfin pas loin, c'est pas à quelques années, hein. Il faudra peut-être encore des décennies et des décennies, voire des siècles pour atteindre cet état-là. Il va falloir déjà que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de construire et de réaliser. Voilà, de façon tout à fait altruiste d'ailleurs. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle ou des vidéos précédentes pour comprendre ce que je veux dire. Donc là, je voulais lire le chapitre 10, c'est le dernier de cet ouvrage. Commencez au moins à lire. Donc c'est Influence de Socrate. Je commence à lire et je commente s'il le faut. Le projet de restauration morale que Socrate avait rêvé n'aboutit pas. Un grand nombre de ses concitoyens y vit un danger social et les autres n'en devinrent pas meilleurs. Maintes fois, sans doute, ses disciples durent éprouver le frisson de l'enthousiasme à l'entendre parler du bien et du beau. C'est d'ailleurs ce qui nous est raconté dans le banquet de Platon. Mais sa dialectique n'eut rien de cette action profonde qui transforme les âmes. Elle demeura pratiquement impuissante et les vertus antiques ne revinrent pas. Et pourtant, voilà ce qu'on pourrait dire justement de cette vision qui serait un peu pessimiste de l'action de Socrate sur ses concitoyens et sur l'humanité. En réalité, Socrate a apporté à l'humanité tout ce qu'il a apporté, l'humanité l'a pris et l'a inclus
dans son évolution à travers les siècles. Donc Socrate avait fait son travail. Il avait fait son travail d'ouvrir les esprits, même si la réalisation de son vivant n'a pas été réalisée. Et même si, ayant choqué beaucoup de monde, il a été tué par le système qu'il dérangeait, le système qu'il voulait moraliser, à qui il disait vous vous comportez mal, c'est pas comme ça, etc., etc. Donc, ce qu'il demandait à ses concitoyens d'aspirer vers quelque chose de plus éthique, plus moral, etc., ça s'est finalement réalisé à travers tout ce qu'il a initié. Bon, à travers le travail de Platon notamment. Mais, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans l'humanité ces grands, comment on pourrait dire, ces grands sages, ces grands bougeurs de ligne, ces personnages qui arrivent à un moment dans l'humanité et qui, par leur charisme, leur intelligence, etc., vont faire bouger les lignes de l'humanité, vont la faire monter d'un niveau à un autre. Et c'est le cas, par exemple, de Martin Luther King, c'est le cas de Gandhi, et c'est le cas de Socrate également. Et en réalité, même si Martin Luther King n'a pas vu les résultats de son travail, clairement, il a été assassiné avant par le monde réactionnaire, mais il avait fini son travail. Il avait fait ce qu'il devait faire. En réalité, son travail était achevé. Et en fait, le monde réactionnaire arrive toujours trop tard dans le système. C'est pour ça que l'humanité est une pure merveille. Et c'est pareil pour Gandhi. Gandhi avait fait son travail quand il a été assassiné. Et c'est constamment comme ça. Et pour Socrate, c'est la même chose. Il avait passé son existence à remuer les esprits, à éveiller les gens, à essayer de les faire monter vers des comportements différents, à faire que la morale, que le monde sorte de l'immoralisme, comme on pourrait dire peut-être, de cet immoralisme que prônait la philosophie des sophistes. Donc le monde est sorti des sophistes grâce à Socrate. Et le monde a choisi Socrate dans son évolution depuis 2500 ans. C'est pourquoi Socrate est encore complètement d'actualité. Et il a traversé ces 2500 ans de façon incroyable, le nombre de gens qu'il a travaillé depuis 2500 ans avec Platon. C'est proprement incroyable le travail qui a été réalisé par lui. Voilà, donc, voilà la vision que je voulais dire. Je vais m'arrêter là. Je continue. Ce n'est pas à dire que l'œuvre de Socrate était vaine. Ah, alors, je vous signale que je découvre en même temps que je lis. Hein, donc, je ne l'ai pas lu avant, le passage, et bien souvent, ce que je dis, des fois, on le retrouve juste après. Mais bon, voilà. Et là, c'est ça. Ce n'est pas à dire que l'œuvre de Socrate était vaine. S'il ne réussit pas à convertir les Athéniens, il fut assez heureux pour jeter dans le courant de la pensée humaine tout un ensemble d'idées fécondes. Grande était la place qu'il devait occuper dans le développement ultérieur de la philosophie. Bon, ça résume exactement ce que j'ai dit et il l'a dit 100 ans avant. Socrate se proposait uniquement de poser les fondements de la morale rationnelle, mais sa méthode dépassait son but. Elle consistait à chercher l'un dans le divers. Elle tendait, par là même, à faire dériver d'un seul principe tout ce qui relevait de son domaine. Or, ce domaine n'avait pas de borne. Il était vaste comme la réalité, car il n'y a rien qui ne contienne une essence et qui ne soit par là même susceptible d'une certaine définition. La dialectique de Socrate enveloppait l'idée d'une science universelle et désintéressée, et cette idée ne fut pas perdue.
Platon d'abord s'efforça de la réaliser. Il ne se borna pas comme son maître à construire une éthique, pleine de confiance dans la valeur des procédés qu'il en avait appris. Il se mit à chercher une conception qui pût fournir la raison dernière de toute chose et créa cette immense théorie du monde où le sensible se ramène à l'intelligible et l'intelligible lui-même à l'idée d'être. Toutefois, Platon était encore dominé par une idée d'ordre moral. Il se préoccupait principalement de rendre plus facile aux intelligences la contemplation de l'idée du bien. L'âme de Socrate n'avait point cessé de vivre dans la sienne, et ses spéculations les plus hautes continuaient à converger vers la pratique. Aristote parut qui dégagea complètement des concepts socratiques l'idée de la science qu'il enveloppait. Savoir pour savoir, non plus seulement pour agir. Telle fut la devise que le stagirite plaça au frontispice de sa métaphysique. Et il est le premier, je crois, qui ait eu la claire vue de cette notion tout apollinienne de la science. Ce n'est pas que la chose fut neuve. Les Grecs de tout temps échappèrent à la laideur de la vie par la vision esthétique de l'univers. Mais entre voir et s'apercevoir qu'on voit, il y a toute la distance qui sépare l'instinct de la réflexion. On peut dire aussi que la dialectique des définitions servit de point de départ à la dialectique des idées. Socrate allait de la diversité des phénomènes à l'unité du concept, puis de l'unité du concept à la diversité de ses éléments internes. Or, cette manière de procéder n'épuisait pas la question. Restait d'abord à déterminer quelle pourrait bien être la valeur métaphysique des concepts. Restait ensuite à chercher s'ils ne se ramenaient pas eux-mêmes à l'unité d'un principe supérieur. Et ce sont là les problèmes que Platon essaya de résoudre. Persuadé que le parfait se trouve à l'origine des choses, il crut pouvoir affirmer que les concepts sont autant de réalités éternelles et substituantes qui s'identifient par leur fond à l'idée du bien. Et cette solution devint comme la base de sa pyramide d'intelligibles. Mais celle des conceptions spéculatives de Socrate, qui s'implanta de la manière la plus directe et la plus durable, ce fut, semble-t-il, son finalisme. Platon et Aristote sont peut-être les deux plus grands philosophes qui aient jamais paru. Ce sont eux, du moins, qui ont exercé sur le cours des idées l'influence la plus vaste, la plus profonde et la plus bienfaisante. Or, pour l'un et l'autre, comme pour Socrate lui-même, les causes efficientes ne viennent qu'au second rang. C'est la cause finale qui domine et couronne tout le reste. Et pour moi, c'est le cas, la cause finale. Le but est ce but instinctif que l'humanité poursuit, cherche à atteindre sans même s'en rendre compte, sans le savoir. Nous évoluons vers cette finalité, cette paix universelle, ce monde, ce paradis en fait. Le paradis, c'est pas d'où nous venons. Nous venons d'une sorte de paradis naturel, mais qui avait des contraintes énormes. Le système dominant-dominé, les aléas de la nature, etc., etc. Donc tout le chemin de l'humanité, toute l'évolution de l'humanité est là pour se débarrasser de tout ce côté négatif qui nous empêche de contempler, qui nous empêche d'être dans l'extase en réalité, dans le présent absolu, d'être dans une sorte de paradis mental et physique. Et donc on se libère de ça, on construit les structures pour vivre dans ce paradis. Voilà. Et donc c'est la seule chose qui se passe entre le moment où nous nous sommes distingués de la nature et la finalité, c'est tout ce chemin de changement que nous appliquons à notre histoire.
Et pour quelle raison? Ben, ça, je vous envoie euh, sur la mécanique universelle pour essayer de comprendre tout ça. Ben, je ne réponds pas à la question de, de ce qui est insoluble, hein, c'est-à-dire les raisons de ce principe créateur. Voilà, je les ignore évidemment encore, mais on les comprendra un jour ou l'autre. Platon et Aristote, à l'exemple de Socrate, n'interprètent l'univers qu'en y mettant une intelligence royale. Voilà, et c'est pas, ce sont des gens, voilà, ce sont des êtres humains ultra intelligents, hein, qui vont se poser la question du divin, qu'il y a quelque chose, voilà, ce qu'ils appellent cette intelligence royale, qu'on l'appelle l'un, qu'on l'appelle le vide quantique, qu'on l'appelle comme on veut, l'X, l'inconnu, Dieu, Yahvé, machin, euh, Allah, peu importe le nom qu'on donne à cette puissance, mais la logique, quelqu'un qui cherche à comprendre est obligatoirement confronté à l'idée d'un principe créateur et de, et de l'idée de cette intelligence royale qui a mis en œuvre cet univers quand même et qu'on n'arrive même pas encore à déchiffrer. Donc comment il s'est constitué, pourquoi, etc. Donc il est au moins plus intelligent que toute la somme des intelligences humaines actuelles. Voilà, aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore trouvé, on peut dire que le principe créateur est plus intelligent que l'ensemble de l'intelligence de l'humanité. C'est déjà pas mal. Une pensée souveraine est dirigée par l'idée du meilleur. En outre, Socrate est le premier qui ait formulé d'une façon précise le fameux argument des causes finales. Ah, c'est incroyable que ça soit Socrate qui fait ça. Ça, c'est génial parce que ça a été effectivement repris par Aristote plus tard. Mais l'argument, ça, c'est intéressant. Voilà, d'où la nécessité de bien lire pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la philosophie. Et si vous êtes dans ce cas, si vous voulez faire une vie à travers la philosophie, je vous conseille ce que je ne me conseille pas à moi-même parce que je ne peux pas le faire. J'en ai pas les moyens, mais c'est de lire tous les textes. Et c'est ce que disaient tous les profs pour le peu de temps que j'ai passé en auditeur libre à la fac de Nice. C'est ce qu'ils disaient, il faut lire les textes, il faut lire les œuvres, etc. Et voilà, et ben c'est ce que je pense. Voilà, moi je pratique d'une autre manière parce que ça va avec ma nature et mes capacités réduites à ce niveau-là. Or, chacun connaît l'incroyable fortune de cette preuve, l'argument des causes finales. Platon l'a reproduite à sa manière, Cicéron l'a développée avec complaisance. Elle est devenue comme une partie intégrante de la théologie chrétienne, bien entendu, mais pas simplement parce elle fait partie elle était, à mon sens, mais peut-être je me trompe historiquement, mais elle était déjà présente dans le judaïsme, cette idée-là. Donc, à la même époque, elle effleurait, elle fleurissait, on va dire plutôt, dans ces années 500 avant Jésus-Christ, là, elle fleurissait partout un peu sur la planète. C'est ça qui est assez incroyable. Et la théologie chrétienne décline de la théologie euh, du judaïsme. C'est le christianisme est la fille aînée du judaïsme. Et la fille cadette, sa sœur, sa petite sœur, c'est l'islam. Voilà comment et je vois le monde en réalité. Et il sera vu comme ça parce que c'est la, voilà, il sera vu comme ça. Donc, c'est à notre époque seulement que l'on s'est aperçu pour tout de bon qu'elle avait des fuites et que, pour la rendre décisive, il fallait la perfectionner. Voilà. Je commence l'autre partie, mais je vais arrêter là. L'éthique de Socrate est eut peut-être encore plus de rayonnement que sa méthode théologie, que sa théologie.
Voilà, et ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.